Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On enregistre, c'est 18h05. Je fais que la lumière est légèrement déclinante quand même, mais j'attendais d'avoir tous les résultats du Samin. J'ai vu la course, mais vous savez, j'aime bien regarder un petit peu le fond des classements. Et ça arrivait un petit peu tard sur Pro Cycling Stats pour avoir les 100 coureurs, 120 premiers coureurs. Donc j'enregistre un peu plus tard, donc je m'excuse un petit peu de la qualité d'image qui va peut-être pas être fantastique parce que ma caméra n'aime pas. Déjà qu'elle n'aime pas quand il y a de la lumière, mais elle aime encore moins quand ça manque de lumière. Du côté du Samin, on va faire plus court que d'habitude pour une raison extrêmement simple, c'est une classique un peu moins importante que les autres. Même si moi j'ai une affection toute particulière pour le Samin, pour ce parcours en circuit et pour le fait que ça soit mi une flandrienne, mi une course comme le Tour des Flandres, mi une course comme Paris-Roubaix. Il y a un concept un petit peu entre les deux qui est, je trouve, est toujours très intéressant dans le Samin. Et puis surtout, on a souvent des nouvelles têtes qui arrivent dans cette course. Et c'est toujours très intéressant de voir ce que ça peut donner, tous ces nouveaux coureurs qui n'ont pas forcément une énorme expérience dans ce domaine-là, il faut le souligner. Donc c'est pour ça que j'aime bien regarder cette course. Donc on va essayer d'aller assez vite, il y aura un petit peu d'habillage quand même. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des gens de votre entourage ou sur les réseaux sociaux, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur vous avez apprécié, quel coureur vous n'avez pas apprécié sur ce Samin, si vous avez pu le regarder, puisque je sais que c'est un petit peu particulier, c'est une course qui a lieu le mardi. Voilà, et puis nous, on va commencer tout de suite avec le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, eh bien moi je commence avec Hugo Hofstetter qui finit en tête. Alors je rappelle, le bilan des Bleus, c'est soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises, soit les coureurs français. Et du côté d'Hugo Hofstetter, donc chez Israel Israel Startup Nation, il était tenant du titre parce qu'on me l'a rappelé dans les commentaires. C'est vrai que Florian Sénéchal avait gagné en 2019 et Hofstetter en 2020, mais comme c'était juste avant le confinement, je sais pas, il y a une partie de cette vous savez, ce mois de mars, ce mois de février, je sais pas, il y a eu une sorte d'amnésie. Puis tu regardes quand même beaucoup de courses de cyclisme, donc des fois, il m'arrive quand même assez régulièrement de faire des inversions et des erreurs. Donc Hugo Hofstetter, qui a fini 5e, qu'on n'a pas vu de la journée. Alors ça, c'est toujours très intéressant dans une course comme celle-là, qui est très animée quand on vous voit pas. Alors, soit c'est très mauvais signe, c'est-à-dire que vous êtes plus dans le peloton, soit c'est bon signe, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu de problème technique et que vous êtes toujours là pour jouer le sprint. Après, le sprint a quand même été très particulier avec le guidon cassé de Van Der Poel. Donc ça va que si vous n'avez pas vu cette image, c'est absolument fantastique. Il y a le demi-guidon qui est complètement pété de Van Der Poel. Je ne sais pas comment il s'est démerdé. Mais Hofstetter, il fait son sprint. Après, voilà, c'est le meilleur des autres parce que Van Mark, Pasqualon, tout ça sont... on va dire un petit peu devant. Lui, c'est le premier sprint du peloton parce qu'on peut pas dire que... Enfin, c'est un peloton complet, mais Merlier est déjà tellement détaché que vous pouvez pas le rattraper. Donc vraiment une belle journée de la part du Hofstetter qui a encore passé... qui a encore fait des bonnes choses. Après, Hugo Hofstetter, j'attends de le voir sur des courses plus importantes. Sur des classiques un peu plus vallonnés, je pense qu'il est limité dans sa capacité à grimper. Je pense que sur Paris-Roubaix, il peut être excellent. Sur d'autres classiques, j'attends de voir encore. Je continue du côté des Français, du côté des Bleus avec Amaury Capio, qui, je trouve, depuis le week-end dernier, est quand même plutôt très très bon. Amaury Capio du team Arkea Samsic. Il a fait vraiment des très très bonnes choses, le Belge. Là encore, il a attaqué à un moment, il était dans la route Van Der Poel. Faut la suivre, la route Van Der Poel, quand même, à 40 bornes de l'arrivée quand il... Enfin, là, c'est pas 40 bornes, c'est à 30 bornes de l'arrivée quand il a tenté de rattaquer. Et quand il a tenté de secouer le cocotier, parce qu'à un moment, il y avait un groupe de 20 qui était parti avec Cavendish, et vous aviez 30 coureurs derrière, on peut dire le peloton, qui était à 1 minute. Donc lui, il a tenté de réaccélérer à ce moment-là, et ça a animé la course. Donc il faut la suivre, la roue. Il était avec Degenkolb dans cette affaire-là. Donc la très belle attaque. Il a animé la course et pourtant il arrive à être 6ème. Alors que chez Arkea, alors si, avec Clément Russo, pour une fois, à part ces deux-là, chez Arkea, c'était quand même très léger dans le peloton de tête. Donc voilà, c'est du bon travail de sa part. Et il avait déjà été très très bon sur le week-end d'ouverture.
comme on l'appelle, donc avec Omloop, Etniesblad et Kurn Bruxelles Kurn. Donc même si les résultats n'avaient pas suivi derrière, je l'avais trouvé très en jambes. Donc voilà, qui continue comme ça, parce que c'est vrai qu'Arkea a besoin de se montrer. Je pense que Arkea a aussi envie peut-être de finir en tête du classement Europa Tour. Et c'est avec ce type de résultat qu'on prend des points et qu'on peut ensuite l'année prochaine être invité sur tous les grands tours de la saison. Donc voilà, c'est bien de commencer. Et puis ça montre aussi que Arkea commence à passer là aussi un cap. Avant, ils étaient quand même en dessous Total Direct Energy, en dessous ces équipes au top de deuxième division. Et là, ils ont rattrapé leur retard déjà l'année dernière, mais là, c'est encore plus le cas. On continue avec un coureur très intéressant. C'est Antoine Rougel. Pourquoi Antoine Rougel ? Parce que Antoine Rougel, il a fait vraiment du très très bon travail avec. Alors, il fait partie de l'équipe continentale Groupama, parce que l'équipe numéro 1 de Groupama n'était pas là, mais l'équipe continentale était là. Et j'ai trouvé que moi, pour un coureur qui, je crois, ne connaissait pas le Samin, je vais vérifier ça tout de suite, qui n'a pas une énorme expérience en tant que professionnel, l'année dernière était dans la réserve d'AG2R, était chez Chambéry et Cyclisme Formation, et il a rejoint l'équipe continentale Groupama FDJ, alors, il n'a pas foncièrement des très très grands résultats non plus, hein, parce que je vois 11e du chrono des nations, 10e de Paris-Roubaix Espoir, c'est pas foufou, très clairement. Mais il a vraiment fait du bon travail là aujourd'hui, hein. Il a tenté de partir, il a tenté d'attaquer. C'était vraiment très intéressant, je trouve, sa manière de courir, sa manière de faire. Voilà. Alors ensuite, il est parti. Il y avait l'échappée qui était devant. Alors, je sais plus qui était dans l'échappée à ce moment-là. Et lui, il était un cran en dessous, on va dire. Il a tenté de revenir, il n'a pas réussi. Mais ensuite, il est resté dans le peloton. Et dans le peloton, il a fait sa course également. Il finit 41e, ce qui est pas mal pour un premier jour chez les professionnels. Donc voilà, il faut se satisfaire. C'est un jeune coureur qui fait également du cyclocross, ce qui est toujours intéressant quand on est sur les pavés. Donc voilà, je voulais mettre en avant Antoine Rogel, qui je pense est un nom peut-être qu'on va encore avoir, qu'on devra retenir dans les années à venir. Je continue du côté des Français avec les flops. Du côté des flops, j'ai commencé avec, vous savez, mon partenariat avec Total Direct Energy. Je n'ai absolument pas de partenariat avec Total Direct Energy. Et je pense que je pense que ça sera compliqué d'en avoir un, hein, vu que souvent je les défonce. Mais quand ils font du bon travail, je le dis également. Mais j'attends beaucoup de cette équipe. C'est pour ça que souvent ils sont en flop. Parce que j'attends beaucoup de cette équipe et souvent ils me déçoivent. Bon, voilà, Tepstra aux fraises. Le seul moment où on a vu Tepstra, c'est quand il a eu une crevaison. Hein. Il finit à 2 minutes 40. Attends, j'ai vu 2 minutes 41, 59e, avec Bert de Backer et Odeil. Dans une course qui a été rapide, mais où le niveau n'était pas non plus si incroyable que ça. On peut être extrêmement déçu par cette performance du Français. Donc il y avait vraiment de quoi mieux faire, du coureur néerlandais, pardon. Il y avait vraiment de quoi mieux faire. Je me souviens que l'année dernière, en plus, il était, je crois, dans le premier peloton, Tepstra. Pourtant, c'était pas une grande année pour Tepstra, mais non, là, il met pas une roue devant d'autres, quoi. Le coup de pédale est pas très très bon. Puis tu sens que mentalement, il est plus dedans, quoi. Il aurait pu reprendre sa retraite l'année dernière. Je pense que ça changerait pas grand-chose. On continue avec un autre coureur. C'est Chris Lawless qui n'a encore pas fini une course. Alors, c'est fou. Je voulais vérifier ça avant de démarrer la caméra. Puis je me suis dit, bon, la lumière étant en train de décliner, faut que j'aille vite. Donc je l'ai pas fait. Je crois que Chris Lawless, depuis le début d'année, n'a pas fini une course. Il a fini la Classical Merriam. En même temps, c'est pas l'épreuve la plus difficile. L'Étoile de Bessèges, il a abandonné à la 4e étape. Il avait fini la Marseillaise. Bon, on nous avait dit que c'était la future pépite, que les mecs chez Ineos, bon, ils allaient regretter de ne pas l'avoir conservée. Bon, pour le moment, la pépite, je l'ai toujours pas vue, quoi. Alors, il a l'air d'être sympathique, ce coureur, parce que je l'ai vu en vidéo. Il y a toujours les vidéos de Total Direct Energy. Il a l'air d'avoir un joli pas de danse, mais on préférerait qu'il ait plutôt un joli coup de pédale. Notre ami Chris Lawless. Donc, pour le moment,
il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire, on nous a dit, oui, c'est la future pépite britannique. Alors, la future pépite britannique a quand même 25 ans, que quand même... Enfin, il faut quand même signaler qu'il a commencé dans l'équipe Wiggins. Il a été ensuite chez Condor, chez Axion, dans l'équipe Sky pendant 3 ans. Donc là, il rejoint Total Direct Energy. C'est quand même rarement bon signe quand un coureur fait autant d'équipes différentes et en ayant pas forcément 150 000 résultats positifs. Mais là, pour le moment, il n'est pas là. Alors, après, ces résultats, c'est vrai, sont rarement en début de saison. Je suis en train de voir Tour de Wallonie, Tour du Yorkshire, c'est plutôt des courses après avril. Voir le Larry Miller Tour de l'Utah, c'est au mois d'août. C'est peut-être ça, il aime peut-être pas les débuts de saison, mais pour l'instant, c'est pas foufou. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Seb Van Mark. Pourquoi Seb Van Mark? Il a animé ce Samin, cette édition du Samin. Il a quand même crevé avant la côte de la Nonette, donc avant le secteur de la Nonette, qui est une côte de 300 mètres, qui est à 14 km de l'arrivée. Donc là, quand tu as une crevaison à ce moment-là, c'est quand même rarement bon signe. Il a réussi à revenir, genre en 2-3 km, parce qu'il a crevé avant la côte de la Nonette, donc il revient dans la côte de la Nonette, et ensuite il réattaque genre 4 km après. Et il a attaqué de multiples fois. Alors, ça gagne pas, ça va pas au bout, mais finit 4e. Pour un coureur qui, pour le moment, je l'avais peu vu, mais quand même sur les classiques d'ouverture, il était toujours, je crois, dans le bon groupe, dans le bon wagon. C'est plutôt très intéressant. Et après, le problème de Van Mark, c'est son sprint. C'est pas un sprinter. Mais là, il finit quand même 4e, donc il a peut-être progressé dans ce domaine-là. Il y a aussi peut-être une intelligence de course qui est pas toujours exceptionnelle, puisque Van Mark, c'est pas forcément le meilleur tacticien au monde, mais avec des très grandes jambes, ça peut le faire. Bien entendu, au top, on met Tim Merlier qui gagne la course. Le Belge qui a quand même remporté une étape de Tirreno Adriatico, maintenant le Samin. Bon voilà, il commence à se faire un petit palmarès quand même, Tim Merlier. C'est vraiment... La course d'Alpecin, c'est vraiment une course de grosse équipe flandrienne. C'est-à-dire la manière dont ils ont couru comme De Koninck peut le faire dans des grosses occasions. C'est-à-dire qu'il y avait Van Der Poel qui vraiment attirait toute l'attention, on va dire, des adversaires. Et ce qui fait que Tim Merlier et c'était Jasper Philipsen également, qui est dans cette équipe là sur cette épreuve du Samin, ont pu rouler tranquillement. Et c'est vrai que Van Der Poel a fait le travail pour Merlier au final, parce qu'il a attiré toute l'attention sur lui, ce qui fait que dès qu'il a attaqué, il y avait du monde derrière lui, ça faisait réagir le peloton et plein de choses. Et ce qui fait qu'en fait, ça a facilité le travail, parce que quand Tim Merlier se place, personne ne le regarde, tout le monde s'en fiche un petit peu, et il peut faire son sprint parfaitement. Je mettrai également dans les tops Andrea Pasqualone. Pourquoi? Parce que l'Italien s'est quand même tapé une grosse chute le week-end dernier, et revenir 2-3 jours après, c'est toujours un petit peu compliqué. En plus, à un moment, il a eu une crevaison également. Alors lui, c'était à 50 km de l'arrivée. C'était après Terpstra. Il a eu sa crevaison. Donc c'est, voilà, quand tu t'es pris une mandale, que tu as un problème mécanique derrière. Parce que je crois que c'était pas une crevaison, je suis en train de me dire. Je crois que c'était un problème problème mécanique autre. Donc voilà, du côté de Pasqualone, réussir à finir 3e dans une course qui n'est pas forcément non plus sa spécialité. Pasqualone, il est meilleur sur les courses un petit peu plus vallonnées. Voilà, c'était presque trop plat pour lui. Tu te dis que c'est pas mal pour le reste des classiques belges. Et puis on termine avec Kamp van Aert qui a été également phénoménal sur cette course. J'avais un peu peur pour Kamp van Aert quand il a indiqué en début d'année que son objectif, que les Flandriennes étaient un objectif, parce que je me dis, c'est un coureur qui est jamais venu sur les Flandriennes. Voilà, c'est un coureur de contre-la-montre, mais bon, qui est pas forcément le plus... il n'a pas forcément le haut du corps le plus musclé. C'est pas Cancellara, Kamp van Aert, c'est un peu plus fin quand même. Et puis pas cette habitude des classiques flandriennes, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Ce sont des classiques, on le dit toujours, il faut de l'expérience pour réussir à être performant sur ces courses-là, parce que c'est très compliqué. Il faut connaître les passages par cœur, il faut savoir où se placer, à quel endroit. En plus, il faut savoir que les flandriennes, alors à part le Samin, mais la plupart des flandriennes, on utilise un périmètre qui doit être de 40 km² ou 50 km². On tourne en fait dans un sens pour GPE3. Pour le Het Nieuwsblad, on va prendre le virage dans un autre sens. Donc c'est vraiment très compliqué de mémoriser les parcours, parce qu'on est dans un sens, dans un autre, faut pas se mélanger. C'est pas facile. Et pour le moment, il a plutôt animé les 3 courses. Alors ça va pas au bout. Il y a les jambes. Maintenant, il va falloir être meilleur tactiquement et plus fin en termes de stratégie. Pas montrer qu'on est très fort, mais les jambes sont là.
ça m'étonnerait qu'on le revoie pas sur les courses après la période Paris-Nice-Tirreno-Adriatico. Et puis je termine avec un flop c'est la Deceuninck Quick-Step. J'ai absolument pas compris leur stratégie. Alors, j'ai apprécié du côté de Deceuninck Quick-Step, c'est de voir Cavendish en forme. Ça faisait ouf. Alors si, le Tour d'Arabie Saoudite l'année dernière, où il était comme ça. Et sinon, faut remonter il y a 3 ans, quoi. Donc ça fait du bien de le revoir vraiment au top de sa forme. Et bien mentalement, parce qu'il avait le sourire, à un moment il salue la caméra, enfin, tu sens qu'il est bien mentalement. Après, en termes de stratégie, tout miser sur lui et pas sur Sénéchal. Il y a un moment, Sénéchal attaque derrière Van Der Poel. Enfin, on comprend pas trop. Les 10 derniers, j'ai l'impression qu'ils ont raté les 20 derniers kilomètres, les 20-30 derniers kilomètres de Deceuninck Quick-Step parce que ils n'ont pas réussi à contrôler la course, comme un petit peu 2 jours auparavant. Kuurne, Bruxelles, Kuurne, où ils se sont ratés. Là, ça fait la 2e fois qu'ils se ratent. Pourtant, l'équipe était, me semble-t-il, un peu plus costaud que sur Kuurne, Bruxelles, Kuurne. Donc, surpris de ces 2 ratés de Deceuninck Quick-Step. Après, je crois qu'ils vont pas chaque année au Samin. Donc, ils ont peut-être pas l'habitude, parce que c'est côté wallon, hein, le Samin. Donc, c'est peut-être pas une habitude chez eux d'aller dans cette course-là. Je n'ai pas souvenir qu'ils y allaient. Enfin, les avoir vus chaque année sur cette course-là, et surtout chaque année avec une grosse équipe, là je crois que c'est encore plus rare. Mais la stratégie, je ne l'ai pas compris. En fait, pourquoi à un moment on décide que... Alors, à un moment, il y a Cavendish qui est devant, donc c'est-à-dire qu'il consomme de l'énergie. En plus, il engueule tout le temps, tout le monde dans l'échappée. Et puis après, on décide que ça sera lui le leader pour le sprint. Alors que 20 km avant, il était dans l'échappée et il était à pleine intensité, alors que c'est un coureur qui est quand même pas tout jeune, Cavendish. Alors que de l'autre côté, on a Sénéchal qui a pas mis un coup de pédale de la journée. Et on va le faire attaquer à 5 bornes de l'arrivée avec Van Der Poel, alors qu'il y a très peu de chances que ça marche, vu le final de la course. Donc ouais, j'ai pas compris pourquoi ils avaient eu cette stratégie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, pas aimé tel coureur, telle chose. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche, ça c'est pour des raisons de praticité, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.